Après la pause, on retrouve nos invités Firmin Tekouagbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nous avons également notre ami Kokouachou qu'on reçoit pour la première fois dans Regard croisé. Lui, il est analyste politique. Après Bamako, on file donc à Kinshasa, République démocratique du Congo, où l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta est en visite à Goma pour faire baisser la tension. Firmin Tekouagbo, ces derniers temps, la tension est très vive là-bas à Goma. On dit que les rebelles du M23 sont à 20 km de cette ville stratégique. La visite de l'ancien président kenyan va peut-être faire baisser la tension. Avant de vous donner la parole, Firmin Tekouagbo, on va l'écouter. Tusikie huruma, tuache vita. Ayons pitié de ces populations, arrêtez la guerre et commençons le dialogue. Nous ne pouvons pas commencer par le dialogue puis arrêter la guerre. Non, nous devons d'abord arrêter la guerre et dialoguer après. L'être humain n'est pas un animal sauvage. Il est de notre devoir de mettre un terme à cette situation. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit. Je n'accuse personne. Tout ce que je demande, c'est que, s'il vous plaît, en tant qu'enfants de Dieu, mettons fin à cette guerre et sauvons la vie de ces personnes que j'ai vues aujourd'hui. Tuokoe maisha ya wale ambao tumeona leo. Asante mheshimiwa. Uhuru Kenyatta a touché plusieurs points. Firmin Tekouagbo, il dit ayons pitié de cette population. Ensuite, je ne suis pas là pour accuser une partie. Il a même parlé d'enfants de Dieu. Les messages, on ne peut plus clairs. Oui, les messages un peu plus clairs, mais si vous permettez, je voudrais répondre à Firmin Tekouagbo. À M. Atou. On a fermé cette page. La page du Mali, vous voulez dire. Oui, il a la page du Mali. Je voudrais juste dire à nos frères maliens qu'ils comprennent, ou qu'ils sachent que moi je les comprends. Et que je les comprends mieux qu'eux-mêmes et que je maîtrise un peu leur réalité. Que les Maliens sachent que ceux-là qui ont envoyé la démocratie ici, dans cette Afrique, sont les Occidentaux. Ils n'ont pas envoyé la démocratie pour notre bien. Ils ont envoyé la démocratie pour nous déstabiliser. Ceux-là qui ont les Maliens sont en train de lutter pour cela. Oui, ceux-là qui ont envoyé le terrorisme, ils ne l'ont pas envoyé pour notre bien. Ils l'ont envoyé pour nous déstabiliser. C'est-à-dire tout est planifié. Je vais vous rappeler la phrase de Barack Obama en 2009 au Caire. Nous avons la possibilité de construire le monde que nous voulons, si et seulement si nous acceptons de tout recommencer. Il a dit ça en 2009. En 2010, le printemps arabe déclenché le 17 décembre. 2011, Ben Ali est parti, Kadhafi est parti, Hosni Moubarak est parti, Ben Saleh Ali est parti. Et on a vu tous les mouvements qui ont suivi. Après, un peu plus en Afrique subsaharienne, on a vu que Gbagbo aussi est parti. Et après, en 2014, le président burkinabé est parti. C'est pourquoi, et après, on a aujourd'hui les terroristes. Et ceux-là qui sont à la base de ça savent ce qui est en train d'être fait. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire à nos frères maliens, c'est que ce qui sont en train, au moment où ils sont en train de se réveiller, la fin de l'histoire, ceux-là qui l'ont enclenché l'ont déjà dans les mains. Il sera difficile de pouvoir battre ou de pouvoir vaincre dans cette situation si on ne réfléchit pas sans émotion. Actuellement, avec ce qui est en train de se passer avec l'administration, si on ne regrette pas cette action, c'est qu'on n'aime pas le Mali. C'est pour cela que je dis, Assimi Goïta n'a pas de vision. S'il avait une vision, il n'aurait jamais accepté que l'administration parte. Si l'administration quitte aujourd'hui, dans quelques jours, ce qui est en train d'arriver à Ouaga va arriver à Bamako. Les terroristes, les djihadistes vont arriver jusqu'à Bamako et il serait difficile aux Maliens de s'en sortir. Non. Sans les Occidentaux, vous ne pouvez pas avoir la sécurité. Les deux positions. Maintenant, en RDC, la paix, en RDC, elle est capitale à Goma et à travers tout le pays. Vous savez, je vous ai dit ici, nous, notre devise au niveau du Centre de recherche de géopolitique internationale, la devise, c'est paix au Togo, paix en Afrique et paix dans le monde. Donc la paix nous est chère. Ce que nos frères congolais sont en train de vivre, nous regrettons amèrement cela. Sauf que nous refusons ou nous nous interdisons
de voir en face la réalité. Vous savez, le président Uhuru Kenyatta a été très subtil et diplomate dans ses propos. Quand il dit qu'il ne veut accuser personne. Et il se montre, il se positionne dans la posture de croyant. Nous sommes tous enfants de Dieu. Qui ne veut-il pas accuser? Première chose, aux premières personnes, c'est qui? C'est le Rwanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Deuxième, il sait que Paul Kagame a une puissance ou des puissances derrière lui. Et c'est pour ça. Vous savez, Achukwu dit quelque chose d'important ici. Il dit, au niveau de la guerre russo-ukrainienne, on voit comment les Occidentaux s'investissent. Et sans ces Occidentaux-là, le président ukrainien peut-être serait même déjà mort. Regardez, si les Occidentaux aujourd'hui veulent qu'il y ait la paix, qu'il y ait une certaine paix en RDC, je vous dis, la paix, la RDC va retrouver une paix pleine et entière. C'est parce qu'on ne veut pas encore qu'il y ait paix. Autant le pays sera déstabilisé, autant les conditions seraient propices pour le pillage des ressources. L'Est de la RDC, ça sert en quelque sorte de couloir pour le pillage des ressources. On prend les ressources qu'il y a pour aller vers le Rwanda et vont ailleurs. C'est pour cela qu'on ne permettra jamais à ce qu'il y ait paix dans cette partie au niveau de Goma et autres. Donc les Congolais le savent. Le président Uhuru Kenyatta, il a dit, il s'est montré comme un prêtre, comme un pasteur, comme un enfant de Dieu. Mais est-ce que la paix, on va la retrouver? Non. Moi, devant cette situation, moi je demande juste au président Tshisekedi d'aller négocier un peu avec les Américains pour que les Américains puissent parler au président Paul Kagame. Sinon, sans cela, il serait difficile d'avoir la paix en RDC. Avant de vous prononcer sur justement l'intervention de l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, les Occidentaux sont encore visés ici invisiblement par même Firmin Tekoagbo, parce qu'il semble dire que ce sont les Américains qui sont derrière le Rwanda. Bien sûr, je pense que notre ami Firmin Teko finit par pouvoir rejoindre notre camp. Parce que vous ne suivez pas mes positions. Je comprends ses positions. Nul ne peut nier la vérité. Je vous ai jamais rejoint. Non, ça dit quand tu dis que les Américains c'est les Américains et les Occidentaux qui sont derrière. Non, il n'a pas dit ça clairement. Il dit que le président a négocié. Il a prononcé, ça dit le fond de son passé, c'est ça. Qui n'a qu'à négocier avec. Si quand il dit sur le plateau là, qui n'a qu'à aller négocier avec les Américains. Alors que si en réalité sur le terrain, l'Amérique et les États-Unis ne font pas la frontière avec la RDC. Et le seul ennemi du Congo aujourd'hui, c'est le M23 soutenu par le président rwandais Paul Kagame. C'est confirmé? C'est confirmé. Même l'ONU, là où nous sommes, l'ONU a confirmé ça. Il a produit un rapport qui est là à Kambla, qui est liqué, ça dit qui a indexé le Rwanda dans cette crise. Que c'est lui qui nourrit, qui fait chose là à cette crise. Maintenant, quand je suis les propos de mon collègue, de mon copanéliste Firmin, c'est de faire croire que la crise là, ou bien il vient de se naître, mais c'est d'aller voir, c'est d'aller un peu en arrière, retourner en arrière pour voir d'où vient cette crise et comment c'est venu et qui est derrière ça et pourquoi maintenant, c'est-à-dire pourquoi il y a cette crise. Je pense que c'est les débats, les questions de fond que nous devons poser pour pouvoir comprendre. Alors, première question, pourquoi cette crise selon vous? Cette crise est là parce que ça dépend pas de la manière à laquelle Paul Kagame est venu au pouvoir au Rwanda. Tout le monde le sait que Rwanda, c'est-à-dire la RDC fait 90 fois le Rwanda. On ne peut pas comparer le Rwanda et la RDC Congo. Maintenant, vous voyez que ce qui est surprenant dans toutes ces histoires, vous allez voir que c'est ce petit pays, moins que rien devant le Congo, c'est-à-dire qui déclare maintenant à son tour la guerre et maintenant qui fait la guerre maintenant à ce grand pays qui est le Congo. Comment on peut comprendre cela? Comment on peut comprendre la faiblesse du Congo et la puissance du Rwanda? Comment on peut aujourd'hui comprendre que ce grand pays,
plus de 90 fois que le Rwanda. Et maintenant, c'est le Rwanda qui impose ses dictats à ce pays-là. Donc ça veut dire que ça dit dès le début, après la génocide rwandaise là, et avec l'événement de Paul Kagame au Rwanda, ça dit, tout le monde sait que c'est les Américains, c'est les Français, bien sûr, il y a aussi les Belges et les Français, mais ça a été échapeauté, lui, il a été porté au pouvoir par les Américains. Et le plus gros cadeau qu'il a fait aux Américains, c'est de bannir le français et d'adopter leur langue officielle comme l'anglais. Ça, ce n'est pas quelque chose à minimiser. Donc, les Occidentaux, même la guerre. Ils se font, entre eux-mêmes, la guerre là-bas. Maintenant, quand nous allons revenir sur l'interview de l'ancien président Uhuru Kenyatta, il a touché les populations sont déplacées. Voilà, il est parti juste pour aller faire, c'est-à-dire je vais dire même le thème a bien dit, c'est une visite. Il a fait une visite, c'est-à-dire c'est pour aller visiter ce qui se passe là-bas. En tant qu'un être humain, lui aussi, il est touché par ce qu'il a vu, par les tueries, les massacres qui ont été commis dans ces zones, dans ce sens-là, qu'il a fait ce discours. Et maintenant, quand vous analysez bien ce discours, vous savez que ça dit, même son discours témoigne que lui ne peut pas régler cette crise. Le discours qu'il a fait. Vous êtes pessimiste. Oui, le discours. Non, ça c'est. Oui, vu l'actualité, vu le niveau de la crise des tensions actuelles, vu le discours qu'il a prononcé, il sait que c'est quelque chose que lui-même ne peut pas, qu'il ne peut pas, qu'il le dépasse. Qui peut régler cette crise? Voilà, qui peut régler cette crise-là? Moi, je veux dire que ceux qui sont les détenteurs de cette crise, c'est-à-dire les Américains, les Français, les Belges là, le roi Léopold II là, vous n'oubliez pas que lui là, il a dit que le Congo était sa propriété privée. Avant quelques années tout ce que Kagame fait, il le fait pour le roi. Non, le Kagame, il faut laisser Kagame. Kagame, c'est qui? Kagame, c'est un petit, c'est un petit, je peux dire, c'est un petit bandit qui assume, le rôle de ses patrons qui sont derrière lui. Et bon, les autres, ses patrons aussi sont contents de lui parce qu'il joue bien son rôle. Donc, ça aussi témoigne que nous, ce que nous allons dire, ce que nous disons ici aujourd'hui, pour avoir une vraie diplomatie là-bas, et avec l'espoir que ça va porter un fruit, pour avoir la fin de ce qui se passe au Congo, il faut que tout de suite les Américains quittent les Français et les Belges, se rendent au Congo, parce que vous ne voulez pas savoir, à l'heure actuelle où nous parlons, nous discutons de la diplomatie, de quoi là. Même le président Félix Tshisekedi, il a fait une annonce que la diplomatie a échoué. Vous allez rappeler. Finalement, c'est l'option. Il a déclenché la guerre. Je ne sais pas, la semaine passée, vous avez vu des avions bombardés, voler, bombarder les positions. Ça veut dire que, et non seulement ça, mais ça dit, il a chassé il a renvoyé l'ambassadeur du Rwanda au Kenya. Donc ça veut dire que le gars, il a dit qu'il n'y a plus la diplomatie, que c'est la guerre. Maintenant, ce qui se fait, est-ce que lui, là où il est aujourd'hui actuellement, est-ce qu'il peut faire face? Il peut faire face au Rwanda dans cette guerre. Il peut vaincre cette guerre-là. Moi, je ne pense pas qu'il a le moyen. C'est intéressante. C'est sans doute l'objectif de la médiation portée par Uhuru Kenyatta. Oui, on a vu les positions du M23 qui ont été bombardées ces derniers temps. Oui, on a vu également l'appui du pays de Kenyatta, le Kenya, effectivement. Mais cette question qu'il a eu à poser tout à l'heure, elle est précieuse. Est-ce que la RDC a les moyens pour faire face au M23? Non, la RDC a les moyens. La RDC a les moyens. Non, je ne parle pas de... Même si la RDC avait les moyens, elle ne gagnerait pas. Vous savez que le Kenya, c'est un pays... Le Kenya, je dis... Donc, le Kenya, c'est un pays très cher aux Américains.
Et tout dernièrement, le secrétaire d'État américain était passé par là avant les élections. On a vu les résultats aussi. Uhuru Kenyatta aussi ne voulait pas trop parler. Il avait soutenu son vice-président. Il avait soutenu l'opposant. Il avait soutenu l'opposant alors qu'il devrait soutenir son vice-président. C'était peut-être un jeu. Oui, mais c'était parce que les Américains ont voulu que Ruto soit président et il est président. C'est pour cela qu'il dit qu'il va nommer personne parce qu'il connaît un peu le jeu des Américains. Maintenant, l'autre chose, quand Koko Atou, c'est ça, non? Oui, Koko Atou dit que les Américains n'ont qu'à partir, les Belges, tout ça. Vous avez bien dit, le peuple a dit, le Congo, c'est sa propriété privée. C'est ce que vous aussi vous dites. C'est ce que moi aussi je dis. Et donc, c'est-à-dire, moi je voudrais que les Africains comprennent ça d'abord. Quand vous comprenez le fond de votre mal, vous pourrez réfléchir à comment l'éradiquer fondamentalement. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir, c'est quoi? Ce que l'homme doit savoir en Afrique. Ici, c'est quoi? Par rapport à la RDC, dans quelques mois, il y aura les élections en RDC. Que les gens ne l'oublient pas. Donc, c'est en ce moment si précis qu'on est en train, on cherche à déstabiliser davantage Antoine Félix Tshisekedi. Ici, peut-être que les Américains ne veulent plus trop de lui. C'est maintenant qu'il va chercher à vraiment négocier s'il veut rester encore au pouvoir. Parce que n'oubliez pas, Martin Fayulu, qui devait prendre le pouvoir en 2018-2019, Martin Fayulu, qui devait prendre le pouvoir en 2018-2019, est en train de revenir un peu par rapport à son show médiatique. On croyait l'avoir oublié. Il est en train de sortir. Qu'est-ce qu'il serait en train de négocier? Ou qu'est-ce qu'il serait en train de mener comme négociation, Martin Fayulu? Tout ça, là, ça c'est la prochaine élection 2024, je pense 2024, qui est en train de se préparer comme cela. Donc tout ça là tient. Autre chose, le Rwanda, qui a des projets ambitieux, mais qui n'a pas de ressources, a besoin de ressources. Les Américains peut-être vont lui dire, monsieur, vous déstabilisez la zone, on vous permet de prendre assez de richesses, vous développez votre pays, et nous, on continue. Donc ici, à un seul moment précis, Martin Fayulu est là, il se positionne. Le président Tshisekedi est là. Là où il est, ces dernières années, ceux-là qui l'ont beaucoup plus aidé sont les Américains. Et ce sont les Américains qui continuent de l'aider. S'il veut encore rester au pouvoir, il doit savoir négocier. C'est là pourquoi vous l'envoyez aux États-Unis. C'est pourquoi je l'envoie aux États-Unis. Et il doit savoir négocier. Et quoi négocier? Qu'est-ce qui sera dans la balance? Qu'est-ce qui sera sur le contrat, sur les papiers du contrat? Qu'est-ce qu'il va encore vouloir donner? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas encore cédé et qu'on attend qu'il cède? Donc, quand il va commencer par céder ces choses-là, il y aura la paix dans cette partie et le M23 va se ranger. Ce que les Africains ne savent pas, c'est-à-dire... négocier aussi avec le M23, ça a été déjà fait, sauf que le président Félix Antoine Tshisekedi a carrément refusé. Non, ce n'est pas le M23 le problème. C'est pas le M23, eux, ils sont manipulés, c'est tout, ils disent, c'est-à-dire c'est un groupe armé qu'on envoie juste. Le M23 ne constitue nullement le problème, parce que si c'était juste le M23, ils trouvaient les moyens où? Ils vont trouver ces rebelles-là, ils trouvent les moyens où? N'oubliez pas que ce sont les anciens tutistes. Oui, donc ils doivent trouver les moyens où? Ce sont des gens qui ont eu à travailler pendant longtemps avec Kagame. Ça veut dire c'est Kagame qui les nourrit. Vous savez, je ne sais pas, pour ceux-là qui cherchent les rapports, chaque année. Vous le permettez? On va marquer la petite pause, puisqu'elle s'impose. On revient pour la suite et la fin. Et c'est le Togo, mais bien avant, vous pouvez glisser encore vos derniers mots, Firmin, Teko, Agbo et notre cher ami Koko Atou.